Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur l'édition 2022 du Forum des territoires, dans le cadre de la mêlée numérique bien évidemment. Nous vous remercions d'être venus toutes et tous et aussi d'assister eh bien, à cet événement en direct live, hein, rappelons-le. Nous sommes très heureux eh bien, de vous accueillir et pour l'organisation de cette journée spéciale, on ne l'a pas fait tout seul, hein, bien évidemment, on l'a fait avec un ensemble de partenaires qui soutiennent la démarche, qui soutiennent également eh bien, des dispositifs, des lieux sur les territoires, puisqu'il s'agit de la problématique qui nous amène aujourd'hui à nous rencontrer, à participer, à échanger. Et on avait envie justement de mettre à l'honneur un certain nombre de lieux qui font l'Occitanie, qui vont peut-être même transformer l'Occitanie, hein, pour être plus précis. Et donc voilà, donc je ne vais pas m'étendre plus que ça sur la problématique. Vous allez le voir au travers du contenu d'intervention de nos intervenants et partenaires. On va pouvoir aussi en savoir un peu plus parce que voilà, sur ces lieux qui sont faits par des acteurs dans des dynamiques territoriales particulières aux quatre coins de l'Occitanie, avec eh bien, des offres de services au public, aux organisations. Ces lieux représentent des enjeux, hein, que l'on soit en milieu rural ou en ville ou en périurbaine. Eh bien, voilà, on a des enjeux de mobilité, des enjeux d'attractivité, des enjeux de développement économique, des enjeux de communauté aussi, hein. On le verra avec un certain nombre de lieux autour de la fabrication, autour du vivre ensemble, autour eh bien, de l'économie, des startups, de plein de sujets, également des seniors, de la santé, de l'inclusion. Donc voilà, tout un ensemble de lieux, un panel de lieux qu'on est très heureux voilà, de pouvoir vous présenter un peu aujourd'hui. On est sur une première table ronde voilà, qui permet de donner un panorama, hein, avant tout, avec quelques questions. Donc je vais donner la parole eh bien, à nos intervenants qui vont pouvoir se présenter et également, enfin rapidement d'abord, hein, effectivement, pour dire un peu qui vous êtes. Je vous laisse le micro pour voir si tout marche aussi de votre côté. On va commencer par ce côté avec M. Marc Lager de la NCT. Bonjour. En deux mots, l'Agence nationale de la cohésion des territoires a mis en place le programme Nouveaux lieux, nouveaux liens. Dans ce cadre-là, nous avons reçu environ 2000 candidatures venant de tous les coins de France sur les différents appels à manifestation d'intérêt que nous avons lancés. Il s'agit d'abord de fabriques de territoires. On a soutenu 300 initiatives, dont 48 sur l'Occitanie. Enfin, 48 c'est le total, c'était plutôt 40. Et puis 8 manufactures de proximité. Voilà ce qu'on fait à la NCT pour les tiers-lieux. Entre autres, qu'est-ce que ça veut dire NCT pour le public? Agence nationale de la cohésion des territoires. Très bien. Je donne la parole à Madame Mina Zourgane tout de suite. Bonjour, donc je suis Mina Zourgane, directrice de l'économie, de l'enseignement supérieur, recherche et innovation à Carcassonne Agglo. Donc en matière de lieux, Carcassonne Agglo a lancé donc en 2018 un réseau qui s'appelle le réseau Hermine, qui est le réseau des maisons de l'innovation, du numérique et de l'entrepreneuriat, composé de 4 sites donc associés à une offre de services complémentaires, hein. Ça va de l'incubation à la pépinière. On a également mis en place un Fab Lab dans le cadre de l'appel à manifestation, de l'appel à projet de la région Fab Région. On a aussi très récemment donc, eu la labellisation manufacture de proximité, qui va nous permettre donc, de changer d'échelle au niveau du Fab Lab. Et on va aussi sur les domaines de l'inclusion, dans le tiers de formation, puisqu'on a un campus connecté qui est mis en place. On a aussi une école régionale du numérique qui est implantée. Et donc l'objectif, c'est vraiment de structurer, de dynamiser tout un écosystème autour de la formation, de la fabrication, de l'inclusion et aussi de l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. On va passer la parole tout de suite à Monsieur Romain Colombet du groupe Arcade. Du groupe Arcade Vive. Vive, effectivement. Et donc, je suis directeur d'agence de Montpellier, d'Arcade Vive, Montpellier. Donc, je couvre le secteur Aix-Languedoc-Roussillon qui regroupe différentes métropoles et agglomérations, notamment Carcassonne, Perpignan, Nîmes, Montpellier. Et nous allons même jusque sur la partie d'Avignon. Nous intervenons en tant qu'opérateur généraliste du logement. À l'origine, nous sommes bailleur social par notre historique avec différentes entités qui interviennent sur le secteur national. Pour ma part, c'est le bailleur SFHE qui intervient sur mon secteur, que vous connaissez sur Toulouse avec l'entité Mesolia. Et donc, nous avons la particularité de concevoir l'ensemble de nos opérations que nous allons conserver en patrimoine, donc des opérations de logement sous toutes ses formes, et on pourra en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Mais le fait de conserver en patrimoine nos réalisations nous oblige à imaginer, à réinventer un petit peu le logement de demain,
et donc d'intégrer différents tiers-lieux qui, au-delà d'être une spécialité, devient une passion au sein des équipes. Merci beaucoup. Je donne la parole à Monsieur Pierre Souloumiac d'Action Logement. Bonjour à tous et merci d'être là ce matin. Action Logement, donc moi je suis Pierre Souloumiac, je suis directeur régional adjoint d'Action Logement Occitanie. Action Logement, c'est un groupe national assez important puisque nous sommes 18 000 personnes et nous avons à peu près 1 million de logements en France. Et c'est le service logement des entreprises puisque nous sommes financés par les entreprises pour que les salariés soient bien dans leur logement, pour être bien dans leur emploi. Donc du coup, notre présence ici peut être un peu originale puisqu'on est dans le logement. Mais depuis 4 ans, nous travaillons avec la mêlée numérique sur ces sujets-là, de tiers-lieux, parce que quand le logement devient 2 ou 3 jours par semaine avec l'arrivée massive du télétravail, le lieu de travail, eh bien forcément, ça change la façon d'habiter, ça change aussi la localisation éventuellement du logement. Et donc nous nous sommes dit qu'il fallait absolument qu'Action Logement s'intéresse à ce sujet-là, parce que d'un point de vue prospectif, évidemment, ça va changer notre façon de concevoir les logements dans le futur. Et ça va changer aussi peut-être l'endroit où on va construire. Et comme parallèlement, nous sommes impliqués avec le gouvernement dans le programme Action Cœur de Ville, sur lequel on collabore avec mon voisin d'Arcade, Action Cœur de Ville, c'est revitaliser les villes moyennes. Et on a vu là, avec le télétravail qui permet de travailler à distance et le logement, une occasion de créer des espaces de tiers-lieux co-conçus par les syndicats patronaux et salariés, puisque nous avons une gouvernance paritaire, qui pourraient être situés en proximité immédiate des lieux de résidence des salariés pour leur permettre de pratiquer le télétravail, non pas chez eux, mais dans des conditions extrêmement confortables et conformes au droit du travail et au respect de toutes les normes voulues par les entreprises. On va pas spoiler, mais il y a une après-midi qui est dédiée justement à ces dispositifs. J'en dis pas plus, mais c'est un grand moment qui nous attend sur cette initiative cet après-midi, ici même, en tout cas au Quai des Savoirs. Tu veux en dire quelques mots rapidement? Juste, sans spolier, ça fait 4 ans qu'on a commencé à travailler, alors 4 ans y compris la phase d'idéation, parce que ce n'était pas notre métier, heureusement qu'on a la mêlée numérique nous a acculturés à ces sujets-là. Les 2 premiers lieux vont être livrés en début d'année prochaine. Donc c'est la dernière édition de la mêlée où on vous parle de ce sujet avec uniquement des projets. L'année prochaine, il y a 2 lieux qui vont commencer à exister sur le sujet. Et donc on est très, très content de pouvoir l'annoncer aujourd'hui. Super. Et puis, monsieur Antoine Ruiz-Scorletti, qui es-tu, Antoine? Alors, je m'appelle Antoine, je suis un maker. Je suis quelqu'un qui fabrique par lui-même et avec les autres. Mais aujourd'hui, je ne suis pas que ça. Je suis aussi Station A à Rodez, je suis la Halle Tropisme à Montpellier, je suis les Imaginations Fertiles à Toulouse. Je suis à peu près une centaine de lieux, de tiers-lieux qui font ensemble à travers l'Occitanie. Je suis aussi un peu la région Occitanie, je suis un peu aussi ADOC, je suis un peu la NCT. Tous les collègues qui peuvent être ici, je suis la Rosée, le réseau des tiers-lieux d'Occitanie. Qu'est-ce que la Rosée? C'est un réseau pour essayer de mutualiser, essayer de faire ensemble, essayer de porter la voix des tiers-lieux, de ces lieux qui contribuent à changer le monde sur les territoires et qui sont globalement connectés. Tout ça, c'est ce qu'on peut faire dans notre réseau. C'est un vieux réseau. C'est un réseau qui a beaucoup évolué, mais qui a toujours gardé une seule valeur, celle du faire ensemble et de l'évolution pour produire des communs. Donc on parle de tiers-lieux, espace de fabrication, espace de beaucoup de choses. On va le voir, mais c'est vrai. Alors voilà, vous avez entendu beaucoup de noms de typologie de lieux au cours de cette intervention. Si vous connaissiez toutes les appellations, tous les lieux qui ont été évoqués, levez la main. Je vois 2 personnes, 3 personnes. Donc voilà, d'où l'intérêt effectivement d'une séquence aussi. On a plein de typologies de morphologie de lieux qui ont des fonctions différentes. On le sait aujourd'hui. Il y a plein de mouvements, on va dire, qui va des acteurs en communauté, aux acteurs qui investissent dans le secteur public, qui ont des enjeux sur leur territoire et pour leurs clients, leurs bénéficiaires. C'était un peu l'exercice d'aujourd'hui. On va peut-être voir un peu plus maintenant profondément, mais quel but ils ont, quoi, ces lieux. Typiquement, si vous deviez
justement sélectionner dans tous les lieux qui ont été évoqués. Alors la NCT, hein, c'est un peu particulier, c'est vrai qu'il y a beaucoup de lieux qui sont soutenus, hein, des microfolies jusqu'aux fabriques de territoire, les France Service aussi par ailleurs, sur d'autres sujets. Enfin, il y a quand même beaucoup de lieux. Si on devait sélectionner voilà, le lieu en tant que personne, celui sur lequel vous travaillez le plus aujourd'hui, est-ce que vous pourriez nous décrire un peu quels effets vous recherchez pour nos territoires? Est-ce que vous avez déjà d'ailleurs un peu de preuves d'impact, entre guillemets, ou d'illustrations de situations qui peuvent illustrer la manière dont ces lieux ont rempli un peu leur objectif, ou comment vous vous projetez en tout cas sur ces objectifs-là que devraient un petit peu poursuivre ces lieux, justement. Donc, qui veut commencer? Je vais peut-être laisser la parole. On refait dans le même sens si vous voulez, mais on va commencer large avec peut-être, et au niveau de l'État, quel lieu vous choisissez, Marc Laget? Si on devait prendre un lieu comme ça dans tous ceux que vous portez, le définir donc un peu et puis dire quel est l'enjeu, quoi, vraiment, pour nos territoires. Vous voyez, j'hésite. Je pense que tout le monde hésite pour répondre à cette question. Moi, j'aime bien les retours que nous ont fait des responsables de tiers-lieux. L'une d'entre elles, une responsable, dit « mais un tiers-lieu, c'est un impensé permanent, donc il ne faut pas le mettre dans une catégorie particulière ». J'aime bien aussi la réflexion qui est proposée sur Marseille, avec la friche Belle de Mai. On nous dit si vous dites que vous avez bien compris ce que c'est que la friche Belle de Mai, c'est qu'on vous a mal expliqué. Donc, dans ces conditions-là, quand il s'agit de distribuer 130 millions d'euros, qu'est-ce qu'on retient comme critère de qualification de ce qu'est un vrai tiers-lieu? Nous, on a le sentiment qu'on ne peut faire tiers-lieu que s'il y a, Antoine le disait un petit peu, une communauté d'usagers qui vient partager une gouvernance dans un esprit un peu particulier. Alors, c'est déjà moins imprécis. Très concrètement, on va soutenir des démarches où il y a une palette de services assez ouverte, des compétences et une professionnalisation de ces services. On va soutenir des démarches qui vont rayonner sur le plan territorial pour le bien du plus grand nombre. Et de ce point de vue-là, la construction et l'implication dans les communs est quelque chose d'absolument central. Ce n'est pas une condition absolue, mais c'est une démarche qui est absolument nécessaire. Ce sont des tiers-lieux qui souvent sont positionnés sur les enjeux de l'avenir, donc mieux manger, mieux se déplacer, maîtriser le numérique, être évidemment sur les problématiques de l'écologie, de l'énergie. Tous les tiers-lieux sont généralement impliqués sur ces sujets. Et voilà ce qu'on peut dire de la posture de la NCT à propos des tiers-lieux. Les effets recherchés, du coup, à travers le soutien de la NCT pour les territoires, quels sont-ils? En quelques mots, pardon. Oui, alors il s'agit, si vous voulez, je vais prendre une métaphore. Imaginons que la boîte de Pandore a été ouverte, on le sait, les mots se sont répandus sur toute l'humanité et la seule caractéristique intrinsèque aux humains qui reste au fond de la boîte de Pandore, c'est l'espérance. Imaginons que l'espérance sorte de la boîte de Pandore, que ferait-elle? Eh bien, probablement, elle prendrait rendez-vous dans un tiers-lieu, parce que c'est là qu'elle peut trouver des gens avec qui on peut construire un certain nombre d'opérations pour l'avenir. Voilà, notre démarche en termes d'impact, elle porte sur le mieux vivre, comment demain les gens se portent mieux, aussi bien sur la question du moral que de la santé, que du travail, que du déplacement. Ça, c'est une première analyse d'impact. Ensuite, on a des territoires qui sont plus équilibrés. C'est notre rôle, la cohésion des territoires. Donc, on a moins de territoires oubliés et on a des savoirs, des connaissances, des capacités de réagir qui se diffusent mieux sur l'ensemble du territoire. Voilà les deux éléments qui sont importants. Merci beaucoup, Marc. Mina, pouvez-vous décrire un petit peu les enjeux de l'agglomération de Carcassonne et parmi ceux-ci auxquels répondent les lieux, les tiers-lieux ou les lieux que vous allez présenter un petit peu plus? De manière très globale, ces lieux-là, cet écosystème de lieux répondent à une ambition de Carcassonne Agglo d'accompagner l'entrepreneuriat, l'innovation, la formation, l'inclusion numérique, la fabrication.
Donc effectivement, on a après 4 ans de mise en place, on a des retours assez chiffrés. C'est 106 emplois créés, c'est 40 entreprises qui ont été incubées, accompagnées. C'est une quarantaine d'acteurs qui se fédèrent autour du Fab Lab, avec des liens qui se tissent avec les entreprises du territoire, puisqu'on est quand même sur un territoire au niveau de Carcassonne-Aglo, qui est un territoire large, très, très étendu, avec une ville-centre et beaucoup de communes rurales. Donc il y a un enjeu aussi de maillage territorial de l'activité, de l'offre de services, de permettre donc une ouverture de ces lieux sur les territoires ruraux, mais aussi de permettre à tout public de venir se former, venir aussi entreprendre, rencontrer, échanger. Et puis de manière, en fait, la finalité, la philosophie du site, c'est aussi des lieux de convergence, de transition et de réinvention de l'action publique, puisqu'à mesure qu'on fait évoluer l'offre de services, on l'a co-construit avec les acteurs, puisqu'en tant qu'acteur public, on est là pour être des facilitateurs, on est là pour proposer une offre de service, mais la finalité, c'est que l'usager aussi puisse se l'approprier et qu'on puisse toujours la faire évoluer et la réinventer. Donc voilà, l'enjeu principal, c'est celui-là, et c'est un enjeu aussi d'attractivité du territoire et de développement du territoire. Finalement, ces lieux-là que vous décrivez, ce sont un petit peu c'est un cœur économique ouvert, quoi, finalement. J'ai l'impression dans ce que j'entends. Quels sont-ils? On peut les nommer? Donc on a Alpha Air. Donc Alpha Air, c'est un incubateur pépinière dédié aux startups numériques, mais aussi au sein duquel donc, est implanté le Fab Lab actuellement. C'est aussi le lieu dans lequel le service développement économique de Carcassonne-Aglo est implanté de manière à être au plus près des acteurs économiques du territoire. On a ensuite le Delta Air qui, elle, est une pépinière plutôt dédiée à l'artisanat et qui fait aussi office d'incubateur. On a Kappa Air, donc, qui est un tiers-lieu emploi-formation, dans lequel aussi est implanté le service emploi-formation de Carcassonne-Aglo, et au sein duquel on trouve donc un campus connecté, une école régionale du numérique. Et l'idée, c'est vraiment avec Omega Air, qui est un hôtel d'entreprise, de faire un écosystème autour de la formation, de l'entrepreneuriat et de la fabrication numérique. On entend dans les sonorités des lieux une continuité dans le branding, dans la marque, un petit peu justement autour de tous ces lieux-là qui sont complémentaires. On a donc des territoires assez variés représentés aujourd'hui, que ce soit entre guillemets ex-Midi-Pyrénées ou ex-Languedoc-Roussillon. Et récemment, on a découvert, nous de notre côté en tout cas, avec le groupe Arcade Vive, c'est une typologie de lieux dont on n'avait pas forcément entendu parler dans l'écosystème. Nous-mêmes, là, on va un peu les découvrir et on est très heureux de pouvoir en savoir un peu plus. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces lieux et leur utilité? Et si vous deviez en choisir un, décrire un petit peu ce que vous en attendez. Et, aussi, que ce soit à Montpellier ou sur d'autres territoires, évidemment, je vous donne la parole sur ce sujet. Alors, ça va être difficile d'en choisir un, mais on va les trouver. C'est là où on voit que le champ des possibles est infini avec les tiers-lieux. Pour le coup, en tant qu'acteur privé, mais à vocation sociale, nous intégrons en effet ce type de concept au sein de nos résidences et l'ensemble de notre production. Je peux vous donner un exemple d'une réalisation de logement inclusif. Donc le logement inclusif, qu'est-ce que c'est? C'est une alternative pour des personnes en situation de handicap ou des seniors entre le maintien à domicile et la mise en établissement de type EHPAD, établissement médicalisé. Cela permet au sein d'une résidence classique, et nous avons une réalisation en cours, la plus grosse réalisation de logement inclusif sur la commune de Montpellier, de 55 logements. Initialement, sont le modèle type du logement inclusif sur une plus petite morphologie, une douzaine de logements. Mais donc au sein d'une résidence où chaque résident qui est atteint de handicap avec des troubles psychiques possède son logement, habite son logement. Il y a au sein de la résidence des locaux partagés, une cuisine partagée, commune à l'ensemble des résidents, alors que chaque logement est équipé de ses propres commodités. Mais cela permet à l'ensemble des résidents, d'une part, d'avoir du lien social au sein de cette résidence, avec un accompagnement aussi associatif
d'apporter, d'avoir accès à l'emploi pour certains. Et justement, un petit espace de coworking est intégré dans cet espace-là, qui est attenant avec un jardin potager et partagé au sein d'un ensemble immobilier où vont se côtoyer des résidents de logements sociaux, de logements libres et les résidents de cet établissement. Pour se donner un autre éventail, pour voir le champ des possibles en tant qu'acteur privé, comment nous avons la possibilité de développer ce type de produit. Sur la commune de Béziers, donc pour ceux qui connaissent bien la commune, l'ancien site Gazélec que nous allons réinvestir en bord du canal du Midi, donc qui correspond à un ensemble immobilier avec une part de logements sociaux que nous allons conserver en patrimoine, un autre bâtiment où il y a un local commercial situé au rez-de-chaussée, un local partagé qui va être le lieu justement de nombreux échanges et au travers duquel nous développons le label Logement Santé, qui est développé au sein du groupe pour réunir toutes les spécialités, à la fois l'habitat et la santé, puisque quand on regarde les études, avant le confinement, nous vivons en moyenne 60% dans nos logements. Nous passons 60% de notre temps dans notre logement. Donc le logement est un vecteur de santé que nous devons privilégier et approfondir. Donc le logement santé, comment il se décline? Un des items, c'est le télétravail. Donc chaque logement est aujourd'hui conçu avec un espace de télétravail dès la plus petite typologie, où les architectes conçoivent l'aménagement intérieur avec des prix spécialisés, avec un espace dédié à cela. Et cet espace de télétravail individuel au sein du logement vient en complément de ce local partagé, donc qui est un espace de coworking, mais également un local au travers duquel des associations vont venir. Nous faisons intervenir également un coach sportif, puisque quand on parle de télétravail, on parle également de sédentarité. Donc on cherche à promouvoir l'activité physique au travers du coach sportif qui vient en short et en tongs pour apporter justement des animations auprès des résidents, qui va faire gravir l'ensemble des escaliers de la résidence qu'on anime avec des œuvres d'art par exemple, pour se dire que l'escalier est mieux que l'ascenseur. Et c'est au travers de ce type de local et d'initiatives, en tout cas, qu'on arrive à développer, à promouvoir la santé au sein de notre production. Merci. Donc, après les initiatives effectivement d'État, de collectivités territoriales, du secteur privé, il y a aussi voilà, un autre secteur qui associe au sein d'Action Logement voilà, les syndicats, les directions patronales, et puis derrière cela, voilà, des investissements aussi dans une typologie de lieux qui recherchent quels effets pour nos territoires, Pierre? Alors, au regard de ce qui s'est dit et au regard des circonstances, le projet a bien des piliers, mais je vais en sélectionner 4. Le premier, c'est que comme nous avons une gouvernance paritaire, notre gouvernance paritaire a très vite identifié que la pratique du télétravail à domicile aggravait les inégalités sociales. C'est évident. Ceux qui sont mal logés, si en plus il faut qu'ils travaillent chez eux, c'est très compliqué. Donc du coup, ça c'était un premier sujet, c'est que notre projet doit être une solution, une troisième voie, pas la seule, hein, ça ne remplace pas massivement le télétravail à domicile, mais ça doit être une troisième option qui permet à ceux qui ne sont pas bien pour pratiquer le télétravail chez eux de pouvoir le pratiquer dans un lieu qui corresponde aux standards du travail. Donc équité sociale. Ensuite, on a évoqué à ma gauche la santé. Je crois que là, tout le monde est d'accord. Hein, les nombreuses études qui ont été produites après le confinement montrent que les salariés qui pratiquent le télétravail chez eux, alors ça dépend du logement, ça dépend des conditions familiales et de tout un tas de facteurs, mais globalement, on a une aggravation des conditions de travail à domicile avec des troubles, notamment le trouble de celui qui travaille sur le canapé avec l'ordinateur sur les genoux. Je prends que ça parce que c'est le plus visible, mais il y a tout un tas d'autres facteurs. Il y a aussi l'isolement. Donc ça, l'isolement, ça peut être dans le cas de personnes qui travaillent toutes seules chez elles, ou ça peut être aussi l'intrusion de la vie professionnelle dans la vie privée. Au contraire, quand la famille est autour, c'est compliqué quelquefois de travailler. Bon. Donc du coup, d'un point de vue santé, l'idée c'est de faire des lieux, de produire des lieux qui, à toute proximité du lieu de résidence des télétravailleurs, permettent d'avoir des conditions de travail
propice à une bonne santé au travail. Le troisième pilier, c'est un pilier écologique. Ces lieux, nous allons les concevoir, nous allons concevoir d'abord pas des lieux, mais un réseau de lieux en périphérie des grandes villes. Et l'idée, c'est de pouvoir diminuer les trajets pendulaires. C'est-à-dire que pour que les gens puissent pratiquer leur télétravail correctement près de chez eux, nous avons ces lieux qui sont conçus dans des villes moyennes, en périphérie des grandes villes. Comme je l'ai dit, on est impliqué dans le projet Cœur de Ville, reconstruire les cœurs de ville. En plus de reconstruire les logements, on s'est dit que ça serait bien d'amener l'économie aussi et de fixer ces gens qui, le plus généralement, quittent leur domicile pour aller sur le périphérique et dans leur poste de travail. Mais l'idée, c'est de les fixer et qu'ils convertissent cette heure ou cette heure et demie qu'on leur fait gagner par jour en vie, en expérience de vie renouvelée, en expérience de travail, mais en expérience de vie renouvelée. Donc, transition écologique, évidemment, nos lieux, on l'a dit tout à l'heure, tous ces lieux, je pense, ont une vocation à être très vertueux en matière d'énergie, en matière de tri des déchets, en matière de tout ce qui concerne les transitions qui nous touchent aujourd'hui. Et puis, nous avons également un quatrième pilier, qui est le fait que ces lieux sont implantés dans des territoires et que Action Logement sait, par les données que nous transmettent les entreprises, c'est de sélectionner les endroits où on peut installer des lieux relativement importants, puisque pour que le modèle économique soit viable avec la qualité servicielle, il faut que nos lieux aient au moins 100 postes. Donc 100 postes, 1000-1500 mètres carrés. Voilà, il faut avoir un bon outil de géolocalisation des télétravailleurs pour pouvoir implanter ces lieux. Mais on ne peut pas avoir la prétention d'arriver dans une commune et de leur dire, écoutez, voilà, nous sommes les sauveurs, nous allons implanter un coworking dans votre commune. Ça n'a pas de sens, il faut que ça soit intimement lié et intimement intégré dans le projet du lieu, dans le projet du territoire. Et donc, on a été sélectionné par l'ADEME dans le cadre du programme coopération COPTER, donc coopération et territoire. Et avant de concevoir ces lieux, avant même de les implanter, on mène des travaux très importants avec les communes qui peuvent potentiellement recevoir ces lieux, et on mène des travaux d'intégration du lieu dans l'objectif de développement de la commune, dans l'objectif d'appropriation de la population de ces tiers-lieux. L'idée, c'est que, par exemple, ces lieux ne servent pas qu'au télétravail pendant la journée. D'ailleurs, une partie des postes de travail sont fléchés télétravail des salariés des entreprises qui cotisent à Action Logement, mais il y a une partie, 30 ou 20 ou 30%, qui est fléchée à d'autres activités possibles, des auto-entrepreneurs, des start-up, etc., pour que ce soit des lieux ouverts. Et puis, également, ces lieux peuvent être utilisés par la population, par la mairie, en dehors des horaires de travail, avec des salles de convivialité, des salles de réunion, etc. Donc c'est un outil qui a vocation à être utilisé en dehors de son usage principal, qui est le fait d'accueillir des télétravailleurs. Entendu, merci. Donc on entend des lieux comme ça pour réguler aussi les déplacements pendulaires, domicile-travail, autant que possible, mais qui mêlent bien projet de territoire et projet de l'employeur aussi et du salarié en l'occurrence. Quels sont au sein de la Rosée, du coup, les effets recherchés sur les territoires par les tiers-lieux qui en font partie? Qu'est-ce qu'on arrive à trouver? Parce que je sais que c'est un exercice un peu difficile. Il y a beaucoup de typologies de tiers-lieux, on l'a compris, mais globalement, si on devait prendre quelques effets recherchés communs aujourd'hui dans cette communauté de tiers-lieux, quels seraient-ils pour les territoires justement sur lesquels ils sont? Est-ce que, Antoine, tu arrives à identifier des enjeux pour les territoires qui sont communs un peu à tous les tiers-lieux qui font partie aujourd'hui, en tout cas, de la Rosée? Alors déjà, il faudrait retourner un peu à la signification même de tiers-lieu. Et cette année, on a vécu un grand moment, c'est que pour la première fois, tiers-lieu a été défini dans un dictionnaire. Et je vais me permettre de la lire. C'est un espace de sociabilité, d'initiative citoyenne, où une communauté peut se rencontrer, se réunir, échanger et partager ressources, compétences et savoirs. Cette définition, déjà, c'est un grand moment. Ça veut dire que pour la première fois, on va essayer de mettre dans le Larousse un partage d'un mot qui devient un commun. Et néanmoins, ce mot, il a été débattu. Parce que le tiers-lieu, et c'est ce que tu rappelais, Marc, il est toujours en évolution.
Pourquoi? Parce qu'il répond à un besoin. Et la première des choses, on identifie des besoins de territoire, des besoins de communauté, que ce soit de la sociabilité, de la fabrication, des enjeux aussi politiques, de transition écologique, et on va répondre à des besoins, et ces mêmes besoins vont aussi évoluer. On va héberger des communautés extrêmement différentes, on va mutualiser tout un tas d'intérêts qu'on va essayer de faire converger vers des communs. Et tout ça mène à une extrême diversité. Et quand on va nous poser la question, qui vous êtes, les tiers-lieux, ça va être compliqué à répondre parce qu'on fait pas mal de choses. Quand vous rentrez à la mêlée, vous n'êtes pas juste sur le facilitateur du numérique en Occitanie, vous êtes aussi dans un lieu de vie du quartier de Saint-Aubin de Toulouse. Vous êtes aussi sur un hébergement de start-up, d'entrepreneurs. Vous êtes là aussi sur un espace de sociabilité. Il y a de l'accompagnement pour les personnes âgées qui viennent comprendre ce qu'est le numérique, pour des jeunes décrocheurs qui viennent découvrir d'autres métiers. Et tout ça va se passer au même endroit. Et c'est ça qui va être important à comprendre, comment on peut partager, c'est qu'à chaque fois, on va être différent selon les échelles de territoire, selon les besoins de la communauté sur l'instant T, sur ce qu'on va pouvoir penser ensemble. Par contre, il y a des choses qui nous réunissent. Sinon, on ne ferait pas réseau sur l'échelle de la région. Il faut savoir qu'il y a aussi des réseaux de quartiers, de villes, de pays, et même mondialement, on est connectés entre nous, et c'est ça qui fait vraiment notre force, c'est qu'on va essayer de partager. On va essayer de diffuser ce qu'on va produire dans un lieu pour que chacun puisse le reproduire et l'adapter sur son territoire. Donc la première des choses, de pourquoi, qu'est-ce qu'on va mutualiser sur un territoire? On va partager des compétences, des savoir-faire, des projets, des pratiques qu'on va regrouper, qu'on va essayer de dissémer et d'adapter à chaque territoire. Ensuite, on va essayer nous en commun, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une problématique aussi de faire sens, de faire ensemble et de comprendre des problématiques qui vont être communes et essayer de mutualiser l'effort. Quand on commence à regarder, par exemple, le problème que vous souleviez sur la transition écologique, quand on est tout seul, ça devient un problème presque insoluble. Il y a tout qui va venir, c'est comme un énorme rouage qui va en enclencher un autre. Et l'idée dans le réseau des tiers-lieux, c'est essayer de ce problème-là, de le mutualiser, de diviser l'effort et de faire ensemble pour aller plus loin. Ensuite, comme je disais quand j'ai présenté la Rosée, on est là pour essayer de contribuer à changer le monde. Souvent, on dit dans des espaces de fabrication qu'on est là pour penser aujourd'hui et fabriquer demain. Et ça, c'est ce qu'on vit dans tous les tiers-lieux. C'est ce qu'on est en train de faire et on le fait avec tout le monde. Et c'est ça mon dernier point. Pourquoi je disais que dans la Rosée, on est un peu tout, c'est que tout le monde est inclus dans le dispositif. Ce que va emmener un tiers-lieu, chacun, vous êtes à la fois utilisateur, vous avez besoin d'un tiers-lieu et vous pensez les tiers-lieux. Et ça, on va le retrouver dans toutes les échelles. La Rosée, quand on travaille avec la région Occitanie, c'est plus que juste, on travaille avec une collectivité, on travaille avec un acteur qui rentre dans le jeu et qui va se poser les questions avec nous de comment penser un territoire différent. Et le dernier point aussi, ce qu'on va emmener, c'est que vu qu'on est très nombreux, qu'on a plein de besoins différents de chaque territoire et chaque dynamique qui peuvent être liées à un tiers-lieu, on essaye de penser à la fois le temps court, le temps moyen et le temps long. Et on va poser des briques qui vont évoluer tous ensemble et les besoins vont être mutualisés sur ce temps-là. On sent effectivement un dispositif, un réseau de tiers-lieux qui compte beaucoup sur l'effet de masse, de contribution finalement de tout un chacun un peu partout en région et au-delà pour parvenir à trouver des solutions aux différents enjeux puisque c'est très variable. On le sait sur les tiers d'Occitanie, il y en a qui vont s'intéresser autant aux enjeux de l'alimentation, et tu l'as dit, transition écologique, culturelle et autres. Donc ce sera intéressant d'en savoir un peu plus justement un peu après d'ailleurs, parce que c'est un peu nouveau la Rosée aussi. Tout à fait. J'en dis pas beaucoup plus. C'est un mot, une marque, un nom que vous venez de découvrir, j'imagine pour la plupart. Donc on en parle juste après. Si on devait, dans chacun de vos lieux, prendre peut-être la variable, le facteur qui fait que ce lieu que vous portez va atteindre l'objectif recherché que vous venez de décrire pour votre territoire, pour les organisations, pour les habitants, pour les communautés, vous retiendrez lequel? Quel est le facteur clé aujourd'hui, selon vous, du succès de ce dispositif, de ce lieu pour transformer l'Occitanie, selon vous? Je redonne la parole. Nous continuons dans le même tour, c'est ça? Oui, Parfait. ça va être plus simple pour suivre. Ce facteur commun, clairement, c'est celui de l'adaptation d'un projet aux besoins du territoire.
aux attentes qui sont constatées localement. Ce qu'on a eu de plus précieux dans les candidatures que nous avons reçues, je vous ai dit, il y en a eu 2000, ce sont les diagnostics de territoire. Si on s'est posé la question auparavant de qui sont les gens qui habitent ici, quels sont leurs profils professionnels, leurs attentes sociales, comment ils font collectivité, on a une réponse de tiers-lieu qui est appropriée. C'est parfois une friche industrielle qui est transformée en friche culturelle, avec des gens qui viennent faire du street art, des concerts, etc. C'est parfois un Fab Lab où on aide les gens à prototyper des objets, des produits, des idées. C'est parfois des initiatives de réseaux de distribution et de circuits courts, qui soient alimentaires, bio ou pas. C'est parfois des démarches très atypiques. Voilà, on se retrouve, évidemment, il y a le coworking. Voilà, toutes ces initiatives ont un point commun, on répond à une attente du territoire. Et c'est ce qui fait la diversité. J'entends donc, premier élément structurant, bien connaître le territoire, faire le bon diagnostic avec les acteurs aussi eux-mêmes. Donc premier élément, facteur de succès clé. Mina Zorgan, quel serait selon vous le facteur qui va garantir les objectifs que vous avez fixés à ces lieux? Moi, je dirais que c'est l'appropriation par les acteurs, puisque c'est vrai qu'en tant que collectivité et qu'acteur public, hein, on est des facilitateurs, on met en place une offre de service, on accompagne, mais la finalité, c'est l'usager, c'est le territoire, c'est la manière dont l'usager va s'en emparer et va pouvoir aussi faire autrement. Les usagers vont construire ensemble, et s'il n'y a pas les acteurs dans les tiers-lieux, le tiers-lieu n'a pas de raison d'être. Donc pour moi, c'est la manière dont la communauté va s'en emparer, va se l'approprier et va se saisir de cette offre de service pour pouvoir évoluer. D'accord, donc l'implication des bénéficiaires finaux dans les lieux, on entend. Et de votre côté, du côté groupe Arcade Alors, je pense que l'appropriation, c'est en effet la clé de la réussite, puisque ces tiers-lieux ont vocation à évoluer dans le temps. Et pour les faire évoluer, il faut que les usagers se l'approprient entièrement. À notre échelle, sur les résidences, on l'axe sur 3 points. La première, c'est le fait que l'ensemble des résidents soient fiers d'habiter dans leur résidence. On arrive à le provoquer avec un peu l'effet waouh. Quand on rentre dans une résidence, waouh, je suis fier d'inviter mes amis, je suis fier d'inviter des amis. Et ça contribue justement à l'appropriation des lieux et après de faire évoluer les choses. Le deuxième aspect, c'est la mixité des usages. Et dans les tiers-lieux, je pense que c'est une des clés justement d'avoir un lieu avec différents usages qu'on arrive à retrouver au sein de résidences justement. Et c'est en multipliant ce type de solutions que les futurs utilisateurs arrivent à faire évoluer la chose. Et la troisième, c'est à mon sens la participation des futurs occupants à l'élaboration de ces lieux. Pour cela, enfin, au sein de nos résidences, on organise systématiquement des faits coopératifs. Alors, on ne va pas sur de l'habitat participatif, qui est un modèle très particulier et qui n'est pas généralisable à l'heure actuelle sur l'ensemble de la production de logements, mais des faits coopératifs permettent d'interroger et d'arriver à adapter les solutions initialement imaginées au travers du regard des futurs résidents. Et c'est ce qu'on fait par exemple pour l'utilisation du toit d'une résidence, en interrogeant l'ensemble des futurs résidents, comment vous voulez vous en servir. Est-ce que vous voulez travailler, vous voulez cuisiner, vous voulez recevoir des amis? Et c'est en les interrogeant qu'on arrive à adapter cela. Et une fois qu'on remplit ces 3 cases, je pense que les gens se sont appropriés le lieu et permettent de le faire évoluer dans le temps, puisque c'est la finalité. Donc j'entends sur ce dernier point de nouveau le bon diagnostic avec les bénéficiaires. J'ai entendu aussi la qualité de l'offre finalement dans le premier point, et puis la diversité des services apportés. Donc ça, ce sont les facteurs au sein de ces lieux qui vont permettre le succès de la démarche. Merci. Du côté d'Action Logement, qu'est-ce qui, encore une fois, si on devait sélectionner 1 à 2 facteurs qui vont faire la différence, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est un facteur, mais en tout cas, c'est l'ADN.
la singularité du positionnement d'Action Logement, qui est un tiers de confiance qui essaye de faire émerger ce réseau de tiers-lieux particuliers, c'est que ça part de la gouvernance d'Action Logement, ça part des syndicats salariés et des entreprises. Et donc ça donne forcément un prisme qui peut être différent des tiers-lieux qui sont extrêmement utiles et qu'on fréquente. Moi, j'ai fait des séances à Carcassonne dans l'Alpha Air. Donc, voilà. Là, ce qu'on fait, ça part du prisme de l'entreprise. Et ça forcément, ça donne un marqueur particulier à nos projets. Et pour autant, il ne faut pas qu'on s'enferme là-dedans parce que, bien au contraire, c'est un projet, je crois que ça a été dit, construire ensemble, c'est un projet extrêmement participatif. Je ne sais pas, mais je pense que depuis 4 ans, si on n'a pas travaillé avec 300 ou 400 personnes différentes sur le sujet, entre toutes les parties prenantes, les syndicats salariés, les entreprises, les directeurs de ressources humaines. Hier, on a fait un atelier sur la cybersécurité avec les DSI des grandes entreprises. Les collectivités dans toutes leurs dimensions, les associations, les commerçants, les partenaires divers et variés qui nous ont aidés, les ergonomes du travail, etc. Donc vraiment, on essaie de le faire, alors on en loupe peut-être, mais on essaie de le faire de manière la plus participative possible, parce qu'on a un prisme, mais il faut qu'il soit partagé par tout le monde, quoi. Enfin, en tout cas, qu'il vienne pas. On peut pas faire contre, et il faut qu'on fasse ensemble, quoi. Y compris avec la Rosée. Je crois que tu m'as rappelé ce matin que tu étais au premier atelier de co-conception Tout à fait, des travaux. Bien sûr qu'il faut qu'on s'interface avec les autres réseaux, en respectant, en étant soucieux de garder cette particularité, ce prisme partenaires sociaux, entreprises. Donc on entend un nouvel élément, la gouvernance autour, hein, mais aussi, je dirais presque là, à ce niveau d'acteurs impliqués et également impliqués au sens production, hein, presque le mot rayonnement même de la démarche, hein, on l'a entendu un peu aussi là. Donc rayonnement, gouvernance, participation des usagers, diagnostic. Est-ce qu'on voit d'autres? J'ai pas encore entendu le mot financement, mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs clés? Je dis pas ça pour la Rosée là, mais je le dis comme ça parce que j'y pense en les listant. Mais pour la Rosée, c'est quoi un petit peu le facteur clé qui selon Antoine, peut faire la différence dans tous les effets recherchés par ce réseau? Bah déjà, j'avais un peu la goutte sur la tête là, parce qu'à chaque fois que quelqu'un parle, c'est exactement nos intérêts. Parce qu'en fait, on fait ensemble. Et donc, au bout d'un moment, quand on élimine tout ce qui a été dit, bah, il reste peu. Et en même temps, je me suis dit, c'est ça en fait. Si on avait le facteur, c'est ce que je disais tout à l'heure, à arriver en fait à mutualiser tous ces intérêts extrêmement divers pour les emmener vers un commun qui va être partagé. C'est comment on peut réussir à créer quelque chose, une société où toutes les diversités, les plus grandes singularités peuvent être conservées tout en menant un projet en commun. C'est comment on arrive à faire ce commun par notre diversité. Et c'est ça, je pense, que va emmener la Rosée. On va avoir tout un tas d'acteurs, on est ouvert au plus grand nombre, tant que c'est ouvert à une communauté. Ça peut être une entreprise qui a ouvert son tiers-lieu, son Fab Lab en son sein et qui va mener une autre démarche avec ses salariés. Ça peut être un tiers-lieu associatif qui va plutôt lui essayer de faire corps avec ses habitants. Ça va être aussi toute une dynamique avec les collectivités, avec les grandes entreprises et avec les citoyens, citoyennes. Tout ça, c'est ce qu'on va essayer de faire. Tu parlais un peu de financement, c'est certain que tout ça, ça participe à une nouvelle économie, à une économie plus durable, plus collaborative, et ça se finance. Et si on veut vraiment changer notre façon de faire, ça va passer par tous les points. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un premier rouage qui va déclencher un autre. Et tout ça, c'est un long et fastidieux changement sémantique de notre façon de faire société. Et ça demande qu'on s'investisse. Et le financement, il va être à la fois dans le temps. Il faut qu'on s'engage, qu'on devienne acteur. Et quand on va dans un tiers-lieu, on fait cette première démarche. On va devenir acteur et on va donner du temps à cette nouvelle économie, à cette nouvelle société. Et en deuxième aussi, ça passe par des financements, là plutôt numéraires, pour essayer d'avancer, de donner les moyens de changer. Et ça, c'est tout le monde à qui nous devons le faire. Un dernier mot, Pierre, et puis après on clôture. Non, mais c'est juste par rapport à ça, ce sujet de financement. J'ai un appel à faire, je me tourne vers Marc Lager peut-être. Action Logement, avec l'argent des entreprises,
on finance ces tiers-lieux qui sont quelque part la pièce supplémentaire qu'ils n'ont pas chez eux et qu'on mutualise à l'extérieur, mais en proximité de chez eux. On a des financements spécifiques pour cette année. Et en ce moment, il y a une négociation très rugueuse entre Action Logement et le gouvernement. Enfin, rugueuse, je ne sais pas, mais en tout cas sensible. Sérieuse. Et je crois que enfin, il me semble que ce sujet-là est tellement, il me semble tellement important pour c'est un sujet sociétal. Et je crois qu'il n'est pas vu. Enfin, le gouvernement ne voit pas en Action Logement une structure qui est capable de s'adapter à ce genre de gap, à ce genre de problème, de sujet. Et je crois que ça serait important que le gouvernement prenne ça en compte et que dans les négociations, peut-être que vous instilliez le fait que Action Logement peut avoir un rôle dans ce domaine-là, parce que la pérennité des financements que nous avons me paraît importante pour notre avenir commun et pour ce qu'on essaie de monter en Occitanie et qu'on essaie de déployer dans les autres régions. Ce que j'entends là plutôt comme message, c'est faisons connaître les initiatives qui se déroulent en Occitanie, notamment auprès de l'État, hein, et l'État en région. Je voyais Benoît Chabrier qui a dû aller prendre un café. Mais en tout cas, je pense qu'il y a peut-être un peu de ça. Faisons connaître notre impact possible en tant que lieu ou réseau de lieux sur l'Occitanie. Je crois que c'est ça l'enjeu. Hein. Peut-être, Marc, qu'est-ce que tu en dis de pouvoir continuer à avoir pour l'État, l'ANCT, un suivi un peu et la démonstration de tous ces exemples, toute cette typologie de lieux qui cherchent à transformer le territoire, en rendre compte aussi pour peut-être bien travailler aussi avec le niveau national, les autres réseaux en région et autres, quoi. Et puis après, on va clôturer de cette interpellation. Bon, vous avez bien compris que je ne suis pas mandaté pour le gouvernement pour discuter un contrat avec Action Logement. Cependant, qu'est-ce qu'on peut donner comme éclairage assez intéressant sur cette question? Moi, c'est vrai que quand vous présentez vos actions, je me dis comment l'animation de cette démarche va être construite. Est-ce qu'il y aura un community manager qui va faire en sorte que tout le monde puisse continuer d'adhérer? Et cette question, on se la pose sur chacune des initiatives qui nous sont présentées. Alors, l'administration, elle a ses façons de fonctionner. C'est de l'investissement ou c'est du fonctionnement. Mais alors, quand on est sur plusieurs années sur des fonctions un peu hybrides, il nous faut faire un effort. Clairement, ce que les tiers-lieux produisent, c'est à la fois marchand, c'est du logement, c'est des postes de télétravail, c'est un programme d'action culturelle, c'est de la restauration, c'est de la formation, mais c'est aussi beaucoup de fonctions qui sont collectives et sont non marchandes, de l'accompagnement, de la solidarité, de l'éducation, de l'innovation. Et donc là, il est normal que la puissance publique soit au rendez-vous des tiers-lieux et puisse venir financer ces fonctions collectives. Alors, c'est en train d'émerger. On l'a diagnostiqué avec toutes les régions françaises. Depuis il y a 3 ans, on a fait un gros travail en amont de la conception des fonds européens et de la rédaction de l'accord de partenariat. C'est le texte qui cadre un petit peu l'élaboration des programmes opérationnels, FEDER, FSE, FEADER, etc. Donc aujourd'hui, dans chaque région française, il y aura du financement des tiers-lieux à des degrés variables. Pour terminer, vu que c'est un chantier qui est en cours, on vous invite à éventuellement se retrouver un petit peu plus tard pour savoir comment on peut partager ça avec nos collègues européens. Au mois de mars, à Montpellier, il y aura une rencontre européenne des tiers-lieux avec une question centrale: comment la puissance publique, à tous ses étages, et les acteurs locaux qui portent des tiers-lieux peuvent se rencontrer autour d'une meilleure compréhension de ce que c'est que faire ensemble pour mieux vivre ensemble, qui était le titre du premier rapport qui a été fait par France Tiers-Lieux. Voilà. Merci, je crois qu'on ne pouvait pas mieux conclure cette première étape du Forum des territoires. Ça n'est que le début, finalement, même si on est lancé depuis au moins une dizaine d'années à minima en Occitanie. En fait, ce renouveau est assez marquant et constitue un nouveau virage dans notre histoire. Et on a la chance, voilà, d'avoir un bout de cette histoire, un gros morceau même de cette histoire d'Occitanie autour des lieux qui vont transformer un peu nos manières de faire, de vivre notre territoire. Merci beaucoup à toutes et à tous et on se retrouve dans une dizaine de minutes justement pour découvrir un peu comment il y a eu un virage là ces derniers mois sur le sujet du réseau des tiers-lieux en Occitanie, la Rosée. A tout de suite, prenons un café et retrouvons-nous tout de suite ici.